petits enfants de la patrie, avait le peuple. Faisant toujours suite au strike de la première vidéo par YouTube il y a plus de 2 semaines, mais à présent disponible sur VK, nous allons revenir brièvement sur la suite de la contre-enquête de la mystérieuse attaque de Strasbourg. Nous savons désormais que la photo avait été reliée en premier par un profil Twitter engagé en faveur d'Israël. Et malgré l'abrutissement médiatique pour empêcher toute contradiction de la version officielle, par le biais de la diabolisation, de faux débats, de la propagande, il y eut pourtant un épisode de complotisme flagrant tout particulièrement acceptable. Autrement dit, sans que personne n'ait branché ou crié au complotisme, l'un des premiers à vouloir relier cet épisode était le nationaliste breton ultra-islamophobe, Boris Lelay. Le 12 décembre dernier, le dénommé Xavier Roffer, criminologue et vieux compagnon de route du franc-maçon proche du Mossad, le juif Alain Bauer, avait été présenté par le site d'info vidéo putaclic, dénommé Break News, comme étant un courageux lanceur d'alerte sur l'attentat de Strasbourg. J'ai reçu un mail de Strasbourg d'une dame qui me disait que à peu près 1 heure avant que Shérif Shekat n'arrive au point de contrôle du pont du Corbeau et de la rue du Vieux Marché aux Poissons, celle qui mène au centre-ville et donc au marché de Noël, elle avait été contrôlée de très près à cet endroit-là, et qu'elle avait dû monter ses papiers d'identité, et qu'il y avait un contrôle étroit, ouvert son sac, etc. Donc... Là, cette affaire, c'est un échec, forcément, puisqu'il est passé au travers de toutes les mailles du filet, alors qu'il était parfaitement repéré, condamné 27 fois, inscrit dans tous les fichiers de la Terre, FSPRT, armé jusqu'aux dents, on le perquisitionne, on le trouve pas. Il y a là, sans doute, des coups de malchance. Pourquoi on trouve des grenades chez lui? On trouve des grenades chez lui, donc là, c'est vraiment le cas caricatural d'individu qu'on n'aurait jamais dû lâcher, quoi. Au moment où Shérif Shekat, qui sait qu'il est poursuivi par la police et par la gendarmerie, puisque le matin même, il a failli être arrêté, il n'était pas chez lui. Les gendarmes ont à ce moment-là perquisitionné son appartement, y ont trouvé au moins une grenade défensive, c'est-à-dire une arme de guerre fort dangereuse, hein. Vous larguez ça dans une pièce, ça tue 20-30 personnes. Et puis une arme de poing. Il y a même quelque chose d'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Il était officiellement poursuivi, recherché pour un braquage qui a mal tourné. Et comme vous l'avez justement relevé, on n'envoie pas la DCRI pour un voleur de poules, c'est l'expression que vous aviez employée. Comment la DCRI a pu être intéressée par un profil comme Shérif Shekat, qui était officiellement le profil d'un braqueur, même s'il était fiché S? Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a 2 policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI se déplace pas pour les voleurs de poules. À la suite de quoi, les gendarmes font leur boulot. Ils publient une note d'alerte, attention, en fuite, dangereux, la taille, le poids, la photographie, le patronyme, etc. Et les endroits où il est susceptible de se trouver. Et dès lors, la perquisition a lieu vers 6h du matin, disons au plus tard à 7h30 du matin, l'affiche en question est sur les terminaux de police et gendarmerie. Une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants, la grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot, il y a une fiche d'individus dangereux évadés, la fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Le même soir, à 19h40, à quelques minutes près, l'intéressé, comme on dit dans les rapports de police, donc Shekat, arrive à l'endroit où il peut accéder au centre-ville par un des 2 ponts majeurs d'accès au centre-ville, supposé être contrôlé, fouillé, etc. Shekat disparaît. Et là, on ne sait pas, mais il passe. Il passe avec une arme de poing impressionnante, c'est-à-dire un gros vieux pistolet d'ordonnance, le revolver de 1892, et un poignard. Retour, quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des 2 grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Donc il est censé être fouillé et de ne pas pouvoir entrer, même avec un trombone ou une épingle. Voilà, et quand même, il passe. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Donc à ce moment-là, 2 hypothèses. Soit les gens qui sont censés être sur le point de contrôle
qui sont crevés parce que dès le matin, ils étaient pour certains d'entre eux dans les manifs lycéennes, à l'entrée des lycées, etc. Donc ils y voient plus clair. Soit ils sont en train de partir et donc ils négligent de contrôler le garçon en question, soit ils ne sont déjà plus là. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par les policiers et les gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, ça y est, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant. Comme certains l'avaient ou auraient pu le penser tout de suite, la seule chose à dire serait la suivante. C'est intéressant, non? Mais en réalité, il ne fallait pas foncer tête baissée. Comme je l'ai dit précédemment, comment un tel épisode n'avait-il pas fait l'objet d'accusations au complotisme au plus haut point? Il y a forcément une explication si on observe d'un peu plus près. Sur le plateau de CNews, personne n'avait remarqué que Roffer avait tranquillement joué au battleur avec son sparring partner, et vous l'aurez reconnu, le juif Georges Fenech, président de la commission d'enquête et foireuse des attentats du 13 novembre, qui feintait de s'étonner de ces révélations. Leur point commun entre Roffer et Fenech, leurs connexions anciennes et chaleureuses avec Goldnadel, le porte-flingue de Bibi le boucher de Gaza, et agent d'influence de la cause judéo-zionare en France. Célébré naïvement par l'équipe des pro-Marouane Mohamed de Break News, aucune surprise que Roffer soit invité par l'Alliance France-Israël. Vous ne croyez pas? C'est rigolo. Les sionistes, et cela ne date pas d'hier, sont aussi pas se mettre dans l'art le plus subtil, consistant à forger des fausses pistes de recherche à caractère fantastique, voire conspirationniste pour le coup, afin de faire diversion. Et pendant ce temps-là, on continue de nous faire croire que le dénommé shérif Shekat, le fameux terroriste djihadiste, aurait utilisé un revolver datant de 1892. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique, on connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. C'est important car c'est un calibre qui est très peu utilisé, qui correspond en général à des armes anciennes. Aujourd'hui, ce sont des pistolets d'alarme qui sont équipés de ce calibre en général. Il peut y avoir des armes à de 8 mm qui tuent, on l'a vu hier soir, mais ça ne correspond pas aux armes habituellement utilisées par des terroristes. De nombreuses personnes y sont passées, certaines d'entre elles disent d'ailleurs avoir aperçu le tireur. Écoutez. On entend des coups de feu, tout le monde dit courez. On court, on arrive en place de la cathédrale, on descend là à la rue Gutenberg, arrive à la rue Gutenberg, il y a des gens qui montent de place Saint-Thomas. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique, on connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. C'est important car c'est un calibre qui est très peu utilisé, qui correspond en général à des armes anciennes. J'arrive au coin de la ruelle, j'étais avec ma mère et un monsieur derrière moi, et un monsieur avec un type de gun énorme. Je sais pas, c'était grand comme ça, c'était pas un flic parce qu'il n'y avait pas de gilet pare-balles, il n'y avait pas le brassard. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique, on connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. C'était un gros monsieur avec un fusil d'assaut, j'en ai aucune idée. Ça m'a fait paniquer, je tourne, je dis à ma mère, cours. On a couru, on a été logé grâce à l'hôtel Gutenberg. On était en souterrain dans un type de bunker, dans le sous-sol de l'hôtel. Ensuite, il y a un monsieur du GIGN qui est rentré. On est monté à l'étage, le monsieur du GIGN nous a dit de ne pas sortir, de rester là jusqu'à celui qui revienne sonner. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique, on connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. Des rafales, c'était des rafales, comme elle dit la dame, une Kalachnikov. Hein. Absolument, c'était vraiment des rafales. On pensait que c'était le feu d'artifice. Hein. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil, hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique, on connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est un 8 mm. On est passé entre les balles. Si on résume bien la situation, nous avons deux Alsaciennes qui auraient vu un homme suspect et non militaire qui était muni d'un fusil d'assaut. Et à part ça, sur LCI, des témoins auditifs qui auraient perçu des bruits de rafales comme l'aurait produit une Kalachnikov. Nulle surprise de savoir pourquoi cet étrange individu aurait disparu de la version officielle. Et comme ça tombe bien, il n'y aura pas que ça qui disparaîtra en douceur. Fin décembre, beaucoup avaient relayé et commenté avec stupéfaction sur Facebook cette vidéo dans laquelle une femme déclarait sous le regard approbant des autres rescapés mis à l'abri que c'était des rafales, qu'elles avaient couru, qu'elles étaient passées entre les balles. Bref, des déclarations qui avaient d'ailleurs été retranscrites en direct le soir du 11 décembre, sur la page Facebook de TV Carcassonne. Et pourtant, cette vidéo a été supprimée sur YouTube. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. À la demande de qui? Est-ce pour raison de droit d'auteur? Au même moment, le site de LCI avait également retiré, comme à leur habitude avec n'importe quel extrait vidéo de cette même chaîne d'ailleurs,
la vidéo de 58 secondes en question de sa page originelle, tout comme sur une autre page consacrée aux prétendues théories du complot sur le sujet. Au moins, ils sont tranquilles. Et dans le texte du premier article, accompagnant le reportage, on notera que le terme clérafale, prononcé par une femme à l'image et confirmé de la tête par d'autres rescapés, n'est même pas retranscrit. Vous l'aurez compris, ce passage-là a été censuré consciencieusement. N'oubliez pas que cette chaîne est dirigée par deux juifs pro-israéliens, Valérie Nataf et Fabien Amias, et que cette chaîne appartient à Bouygues, le puissant groupe étroitement lié à la franc-maçonnerie. Pas de chance pour eux, votre serviteur avait quand même préservé une copie fidèle et durable afin de la diffuser sur le Facebook russe. Bien entendu, il y aura de jolis petits collabos au service du debunking pour venir établir la vérité vraie, avec des témoignages contradictoires, allant dans leur sens de grille de lecture au soutien de la version officielle, et surtout, allez en chercher un sur le forum supposé être réputé comme très conspirationniste. Très commode de faire ça, mais admirez aussi la réflexion particulièrement biaisée de ce gland. Si effectivement il y avait eu des tirs de calage dans la foule comme le racontent ces témoins, comment expliquer le peu de morts dans toute la ville? On aurait dû avoir des dizaines de morts, une balle de calage pouvant traverser plusieurs corps sans s'arrêter, conforme au Bataclan. Quand on me dit ça, je dis, tu sais que t'es une tête d'intelligent, toi? En parallèle de ne jamais s'interroger sur le cas mystérieux du Stade de France, en 2015 par exemple, via des kamikazes qui se font sauter inutilement à des endroits complètement isolés et ne faisant qu'une seule et unique victime sur le coup, on voit bien la même méthode d'insinuation habituelle chez les debunkers. Si c'était ceci ou cela, on aurait dû avoir ceci ou cela. Qui lui dit que ces tirs de Kalash étaient censés tuer plein de monde? Que ces mêmes tirs ne pouvaient pas bien être des tirs de diversion pour faire courir ou faire fuir les gens dans les rues, et qui lui dit que ces tirs étaient tout à balles réelles pour le coup? Qu'est-ce qui lui ferait croire que cela devait se passer ainsi, et pas autrement selon les besoins? C'est tellement pathétique de voir ces pauvres crétins toujours pointer du doigt une réflexion particulière et déficiente chez les méchants conspi 2.0, tout en la pratiquant eux-mêmes, vous ne trouvez pas? Tout va bien dans le meilleur des mondes, le mystère reste toujours entier. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.